généralement beaucoup plus, mais je crois que ça ira pour ce matin. La première bonne idée, c'est d'avoir fait appel à Christophe, qui depuis de longues années veille avec attention sur les sujets un peu tendance qui arrivent pour essayer de donner à cette communauté un temps d'avance. Et en réfléchissant à ça, je me disais hier soir, quand on fait la veille, on peut veiller sur les sujets, mais on peut veiller sur les gens, et je crois que dans son cas, il a décidé de veiller sur la communauté professionnelle des communicants. La deuxième bonne idée, c'est d'avoir pris un peu de temps avant d'organiser cette réunion, peut-être 2-3 mois avant le surgissement notamment de ChatGPT. Et je pense que c'est une bonne idée parce qu'on a toujours des cycles de web très forts dans lesquels les impacts sont à chaque fois extrêmement exagérés. Je ne sais pas si vous avez en tête l'étude de Frey Osborne, publiée à Oxford en 2013, toujours sur l'IA, et qui évoquait à ce moment-là, sur la base d'une large nomenclature de métiers américains, la disparition de 45% de métiers à une horizon de dizaine d'années. Quelques années après, le sujet a été révisé, on parlait davantage de 10% de disparition de métiers, le reste ayant plutôt vocation à évoluer. C'est-à-dire d'ailleurs que sur ces sujets, on peut faire deux hypothèses. La première, c'est qu'on est souvent davantage dans des sujets de transformation ou de coévolution. Le terme de coévolution était un terme utilisé avec référence sur les tendances d'Austin en mars dernier, où on n'est pas dans une guerre des intelligences, on est plutôt dans une nouvelle coopération, ce que évoque aussi le terme de Como, par exemple, dans l'industrie de collaboration avec les robots. Donc, ça, c'est une première idée. Et puis la deuxième idée sur le sujet, c'est de se dire qu'on a une ingéniosité assez forte sur le plan humain pour renouveler à la fois les problèmes et les solutions, et que tout ça appelle aussi la création de nouveaux métiers. Quand on regarde historiquement sur le temps long ce qui se passe, en fait les métiers se renouvellent de façon extrêmement importante, c'est la thèse notamment de Kevin Kelly, qui est le fondateur, rédacteur en chef de Wired. Une troisième bonne idée, c'est le fait d'avoir eu un regard qui soit aussi centré sur évidemment l'impact sur les métiers de la communication et du marketing. Pour faire court, je pense qu'on était tous un peu sur l'idée que l'IA avait un impact et un rôle dans nos vies essentiellement logistiques au sens très large du terme. La nouveauté, c'est son évolution sur le terme de la créativité. Je vais laisser Christophe en dire un mot détaillé. Il y a encore 1 ou 2 ans, un bon observateur des changements technologiques dans l'économie, Daniel Cohen, dans Homo Numericus, évoquait le fait que 2 secteurs pourraient être protégés sur le long terme de l'irruption de l'IA. C'était la créativité et les relations. Aujourd'hui, l'IA écrit des bouquins, produit des images, et puis on a un certain nombre de pays, je pense notamment au Japon, avec les personnes âgées, où les IA sous la forme de robots accompagnent aussi les gens âgés. Donc ces 2 secteurs-là ne sont pas nécessairement très protégés sur le long terme. En tout cas, l'intérêt de faire ce talk avec Christophe, c'est d'envisager des applications pratiques. J'ai 2-3 exemples récents dans un groupe de la tech que j'accompagne qui s'appelle Econocom. Le premier, je viens de le raconter à Christophe, le président fait un jour relire un discours avant un événement interne. Je trouvais ce discours assez impactant. Il avait été produit par 4 mots rentrés par un enfant de 8 ans la veille dans ChatGPT. Donc il y avait une forme de flottement sur le sujet. La deuxième chose, des gens qui font des gros appels d'offres pour le secteur public, qui produisent souvent des ressources documentaires de milliers de pages. Aujourd'hui, on a divisé le temps par 10 ou par 20 en installant un outil banal de ce type. Une équipe communication aux Pays-Bas qui a des moyens assez limités, qui arrive à presque quasiment doubler ses effectifs en s'appuyant justement sur des tâches à la fois d'organisation et de créativité sur l'IA. Et puis une équipe technique, j'en terminerai par là, qui a aussi fortement intégré ce sujet pour toutes les premières briques de créativité quand il s'agit de réfléchir à un nouveau concept, un nouveau marque, un nouveau... Voilà. Donc le message de fin d'introduction que je vais lui passer avant de laisser la parole à Christophe, c'est qu'il me semble que la meilleure leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est juste d'aller essayer les choses, d'avoir une approche empirique des outils et de tenter régulièrement, en commençant d'une façon même un peu sauvage, de se faire juste de construire une propre expérience de l'IA. Sur ce, Christophe, à toi. Écoute, merci. Merci Olivier, bonjour à tous. Je suis désolé, je ne peux pas vous présenter plus, en fait j'ai des petits problèmes de dos récurrents, donc vous allez devoir me supporter assis, en espérant que ça ne sera pas moins dynamique pour autant. Peut-être quelques mots brefs sur moi avant de plonger dans le sujet. Donc moi j'ai été directeur de la com et ou du marketing pendant une vingtaine d'années. Après j'ai eu un break médical d'1 an et demi
suite à un gros accident d'alpinisme. Et du coup, en sortant de ça, j'ai créé mon activité de consultant indépendant en com et en marketing. Et puis, je suis aussi le papa du site Superception, qui est à la fois un blog, une newsletter et un podcast, que j'ai créé en 2011 et que je développe. Et j'ai aussi commis 4 bouquins, 3 sur la révolution numérique, 1 sur l'alpinisme. Voilà, et en fait c'est à cause de cet accident que je ne peux pas être debout longtemps, d'où le fait que vous deviez me comprendre en étant assis. Alors, la présentation que je vais vous faire a 3 parties. Première partie, je vais essayer de vous raconter en quelques slides ce que c'est que l'IA. Deuxième partie, je vais vous parler des conséquences de l'IA sur les stratégies de com. Et troisième partie, je vais vous parler des conséquences de l'IA sur les communicants. Voilà, je crois que je surveille l'heure, mais vous me direz si je suis trop long. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, parce que sinon moi je vais faire ma presse sous format de tunnel, ça va être drôle ni pour moi ni pour vous. Voilà, donc si on peut avoir de l'interactivité, y compris pendant les slides et pas attendre la fin, faites-moi savoir quand vous avez des remarques, des désaccords, des questions ou autres. Alors, l'IA, premier point à comprendre, c'est que c'est une technologie exponentielle. Mes slides avancent pas, on me met que sur l'écran. C'est que c'est une technologie exponentielle, c'est-à-dire que c'est une technologie qui avance beaucoup plus rapidement que la plupart des technologies. Je vais vous montrer une slide tout à l'heure qui va illustrer ça. Vous le voyez aussi depuis une petite année qu'il y a eu la révélation de ChatGPT, parce que je crois que c'était en août 2022. On voit les progrès phénoménaux sur ChatGPT et comme on va le voir tout à l'heure, les progrès sur les générateurs d'images évidemment sont plus spectaculaires parce que par définition ils sont plus visibles. Donc ils sont encore plus faciles à mesurer que des progrès sur des IA génératives de texte. Alors, pour faire simple sur l'IA, en gros, il y a 2 types d'IA. Il y a un premier type d'IA qui a vu des développements importants, c'est il y a une vingtaine, trentaine d'années, qui est ce qu'on appelle l'IA discriminative. L'IA discriminative, en fait, sa capacité, c'est d'analyser des tombereaux de données et en fait de les analyser les unes par rapport aux autres. D'où cette notion de discrimination, parce que, encore une fois, l'IA va avoir un rôle de comprendre le positionnement des données les unes par rapport aux autres, et c'est ça qui lui permet, notamment pendant longtemps, d'avoir été très productive et très performante en termes d'analyse de données. Ensuite, il y a eu la deuxième vague où l'IA a été dotée de capacités de perception, avec des capacités visuelles et aussi des capacités de reconnaissance des objets à travers sa capacité de perception visuelle, et puis aussi les capacités de reconnaissance vocale. Vous avez tous utilisé Siri ou Alexa, ça rentre dans cette capacité de nouvelle perception dont était dotée l'IA dans les années 2010. Et puis, donc, depuis quelques mois, mais suite à des développements évidemment qui durent depuis plusieurs années, on a ce qu'on a appelé aujourd'hui l'IA générative, dont la particularité et la capacité n'est pas de discriminer, d'identifier, de cataloguer les données les unes par rapport aux autres, mais de produire des nouvelles données. D'où son nom d'IA générative, et évidemment le champ d'application de ce type d'IA fondé sur des grands modèles de langage, je vais y revenir dans 2 secondes, est quasiment illimité par rapport au champ d'application des 2 techniques précédentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en rebond de ce que je disais, l'utilité des intelligences artificielles pour la com et pour le marketing, sachant que là c'est une slide américaine et qu'aux États-Unis la com est toujours incluse sous le marketing. Donc vous avez sur cette slide-là ce qu'en France on appellerait la com plus le marketing. Les intelligences artificielles n'ont pas attendu de devenir génératives pour être super utiles et super utilisées dans le cadre du marketing ou de la com. Les techniques de SEO, la pub programmatique, l'account-based marketing pour des techniques de marketing, tout ça évidemment, et puis évidemment le data analytics, tout ça fait depuis longtemps usage d'intelligence artificielle qui étaient des intelligences artificielles, comme je l'ai expliqué, discriminatives et pas génératives. Alors, en 2 minutes, je ne vais pas vous faire un cours technique dont je serais d'ailleurs incapable, mais en 2 minutes pour vous expliquer comment marche ChatGPT. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a un point important que j'ai oublié de vous dire, toutes les illustrations de la présentation, je les ai créées avec Midjourney.
Midjourney, c'est une des 3 principales IA génératives d'images aujourd'hui. Il y a DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion. Voilà, aujourd'hui, Midjourney est plutôt la meilleure. Bon, moi, c'est celle sur laquelle j'ai un abonnement, de toute façon, c'est celle que j'utilise. Voilà, donc vous verrez la capacité de Midjourney à créer des images. Moi, j'ai pris un style d'image que je mets toujours dans mes prompts sur Midjourney, qui est plutôt un style Pixar. Et j'ai imposé aussi à Midjourney de toujours faire des images dans la teinte violette qui correspond à la charte, à ma charte. Voilà, donc vous retrouverez ça tout le temps et je vais vous expliquer dans 2 minutes les difficultés qu'on rencontre quand on travaille avec une IA générative avec un exemple de mes nombreux échecs. Donc, le fonctionnement de ChatGPT, en fait, c'est d'être nourri par des milliards et des milliards de mots qui correspondent à des contenus de texte. Et en fait, ChatGPT fait une analyse statistique de ces mots en essayant en y arrivant très bien d'ailleurs, d'étudier de manière mathématique et statistique, parce que ChatGPT, c'est très important de comprendre que ChatGPT n'a aucune notion sémantique, donc il ne comprend rien à ce qu'on lui demande, il fait juste des maths et des analyses, probabilités, statistiques, etc., afin d'étudier chaque mot comparé à tous les autres mots. Donc en fait, quand vous lui donnez ces monceaux de contenu à ChatGPT, il va identifier chaque mot auquel il va attribuer ce qui, dans le langage de l'IA, s'appelle un jeton. Et ensuite, il va analyser le positionnement de chaque jeton par rapport à tous les autres jetons. Et ensuite, le nombre d'occurrences de ces jetons les uns par rapport aux autres. Et c'est comme ça, quand on lui donne des prompts, c'est-à-dire des entrées de texte en langage naturel, qu'il peut générer des textes qui font sens malgré le fait que lui ne comprend pas le sens qu'il nous communique. Encore une fois, c'est un survol à 40 000 mètres d'altitude, hein, je vous la fais vraiment très simple. Et après, il y a aussi une partie qui est totalement incompréhensible et inconnue dans le fonctionnement de ChatGPT comme dans celui des IA génératives d'images, c'est que il va vous donner autant de réponses différentes que vous allez lui donner de prompts. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner 10 fois le même prompt, il va vous donner 10 réponses différentes. Et il y a une partie du fonctionnement de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui incompris, y compris par les développeurs. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle suscite quelques inquiétudes, c'est qu'il y a un peu une partie boîte noire dans ce fonctionnement qui fait aussi un peu sa magie. Alors, je parlais de tout à l'heure des progrès phénoménaux de l'intelligence artificielle depuis quelques temps. Là, vous avez donc 2 images de Midjourney. Une image qui est sur le même prompt. Hein. Le prompt, c'était Trump et Obama jouent au basket. Vous avez Trump et Obama qui jouent au basket en 2022. Vous avez 2 corps difformes, globalement. Et en 2023, vous avez Obama et Trump qui jouent au basket. Vous avez toujours un corps difforme, c'est normal, c'est Trump. Mais là, il est représentatif du vrai. Et vous avez Obama qui est bien. Et vous voyez le progrès phénoménal en un an, sachant qu'aujourd'hui, on est en juin, presque juillet 2022. Et comme vous pouvez le voir sur les illustrations que j'ai mis dans les slides, les progrès n'ont pas cessé. Les progrès vont être permanents, continus. C'est vrai aussi côté de ChatGPT sur la pertinence, la justesse des informations. Et je reviendrai à la fin sur cet élément de vitesse concernant évidemment l'évolution du métier des communicants. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que travailler avec les IA, c'est pas toujours facile. En fait, moi, je fais toujours la distinction entre 2 notions, la notion de création et la notion d'imagination. Les IA sont très créatives. Elles ne sont pas toujours très imaginatives. Et en fait, les humains qui travaillent avec les IA, notamment les IA génératives d'images, doivent être imaginatifs, souvent à la place de l'IA. Et il se trouve que moi, je n'ai pas beaucoup d'imagination, donc je suis très mauvais dans ce domaine. Donc je vous ai mis un exemple d'une image que je voulais créer pour cette présentation. Je voulais que Midjourney ait créé pour moi une image d'un internaute submergé de contenu. Donc vous avez à gauche ce que je lui ai mis. Voilà, illustre-moi un internaute submergé de contenu. Je vous ai enlevé les détails techniques sur la taille de l'image, la couleur, le style Pixar, etc. Et il m'a donné donc ce que vous voyez à gauche. Ce que vous voyez à gauche, ne ressemble pas du tout à des contenus. On a quelqu'un qui est submergé, mais pour aller comprendre que c'est des contenus, si on n'a pas l'info, on ne risque pas de le faire. Donc du coup, j'ai ensuite réfléchi pendant des heures d'errance cognitive sur comment on pouvait représenter de manière, on va dire, un peu métaphorique, quelqu'un qui est submergé de contenu.
Et je me suis dit, bah tiens, peut-être que quelqu'un qui est submergé de contenu, en fait, c'est quelqu'un qui va gérer une quinzaine ou une trentaine d'iPhone au lieu d'en avoir un seul. Donc du coup, j'ai rentré ce prompt dans Midjourney, voilà, quelqu'un qui jongle avec des dizaines d'iPhone, et il m'a donné l'image que vous allez retrouver dans quelques slides. Donc là, vous avez le problème, un des problèmes de recours à l'IA générative illustrée avec des images. Évidemment, vous avez la même mécanique avec les IA génératives de texte, où les IA, encore une fois, sont très créatives, mais leur création dépend du brief que vous leur donnez. Et c'est très intéressant de retrouver cette notion de brief, parce que on sait tous que les communicants, généralement, ne savent pas vraiment faire de brief. Et du coup, le recours aux IA remet sur le tapis et sur l'établi cette nécessité de faire des bons briefs, avec évidemment relativement à l'IA des techniques, des enjeux et des contraintes différentes de celles que vous avez avec des humains dans une agence ou dans votre équipe de com. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre. Donc là, vous avez, c'est pas grave, je vais commenter, vous avez la nouvelle vague qui est en fait l'IA générative de vidéo. Donc là, vous avez une démonstration, j'ai fait un petit montage d'une démo du meilleur outil dans la matière qui s'appelle Runway, qui est une IA générative de vidéo et qui en fait génère des vidéos pareilles à partir d'entrées de texte. Alors, encore une fois, on est encore plus au début en génération de vidéos qu'on est en génération d'images ou en génération de texte. Donc ce que vous voyez là, il y a certaines images qui sont plus impressionnantes que d'autres, mais encore une fois, rappelez-vous la vitesse d'évolution des IA par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, donc ça va encore évoluer. J'ai ensuite une vidéo, si je ne me trompe pas, dans l'ordre de mes slides, que je vais vous expliquer avant que vous la regardiez, parce qu'elle est assez courte, mais elle est ultra spectaculaire. La vidéo que vous allez voir est un extrait de la session TED qui s'est déroulée en avril dernier à Vancouver, la grande session annuelle mondiale de TED, où le patron de TED, Chris Anderson, qui est un ancien journaliste de tech de la Silicon Valley, interviewe sur scène le patron d'une boîte australienne, je crois, qui s'appelle Metaphysique, et qui est aujourd'hui probablement la boîte la plus avancée en ce qui convient quand même quelque part, même si c'est péjoratif, d'appeler des deepfakes vidéo. Les deepfakes, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, en fait, c'est des fausses vidéos qui paraissent vraies et qui sont faites à l'aide de l'IA. Ce que vous allez voir sur scène, que je vous explique avant, parce que la vidéo doit durer 1 minute, vous allez voir donc Chris Anderson à gauche et la personne de Métaphysique à droite, et vous allez voir filmer en direct sur la scène de Vancouver la personne de Métaphysique prendre le visage de Chris Anderson sur les écrans de retransmission de l'événement. Évidemment pas sur scène, où il n'a pas mis un masque, mais sur les écrans de retransmission de l'événement, vous allez avoir en fait 2 Chris Anderson sur scène. Au départ, vous avez Chris Anderson et le Toto dont j'ai oublié le nom, et sur les écrans, il va le dire d'ailleurs qu'il va faire en fait un deepfake en live, et ensuite à la fin, vous verrez, il va prendre sa voix. Mais bon, comme je ne pense pas que vous allez entendre la voix, vous ne vous rendrez peut-être pas compte. Well, I'm going to challenge you and your team to do a bit of a first here. I mean, there's video of you right up on that screen. Show us something surprising you can. So away. So there we go. This is, a live real-time model of Chris on top of me, running in real time. And next you'll tell me that it can. I am so uncomfortable with this. I am so uncomfortable. Can it do voice as well? We think it can, but we're really pushing the limits of AI technology there. And I'm talking exactly as I know it. This transcriber is coming out is the one and only Chris. Voilà, donc vous avez vu, d'abord il a pris le visage de Chris Anderson sur les écrans à travers une IA qui était positionnée entre la caméra et l'écran, et après pareil avec la voix. Donc ça c'est une révolution sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, parce que ça n'a pas que des impacts dans la sphère politique, ça a aussi beaucoup d'impacts potentiels dans la sphère corporate. Et je vais vous montrer un autre exemple, un autre extrait de cette même conférence, donc pareil j'explique, la vidéo est aussi très brève. Vous allez voir un des cofondateurs d'OpenAI. OpenAI, donc c'est le lab qui a sorti ChatGPT et DALL-E notamment.
Et vous allez voir que, donc en fait, il a fait un talk à TED, et dans une partie du talk, il explique qu'il demande à ChatGPT de lui proposer un menu pour son repas post-talk. Voilà, en lui disant qu'est-ce que tu me proposes de manger pour fêter la fin de mon intervention à TED. Et après, il dit à ChatGPT d'aller faire les courses pour acheter les ingrédients nécessaires au repas que ChatGPT lui a proposé. Et donc c'est cette séquence que vous allez voir. Now make a shopping list for the tasty thing I was suggesting earlier, and make it a little tricky for the AI. And tweet it out. Bon, la partie tweet n'est pas très intéressante, mais la partie shopping est tout à fait... To make this wonderful, wonderful meal, I definitely want to know how it tastes. But you can see that ChatGPT is selecting all these different tools without me having to tell it explicitly which ones to use in any situation. But let's take a look at the Instacart shopping list while we're at it. And you can see we sent a list of ingredients to Instacart. Here's everything you need. Voilà, bon, Instacart c'est un service de livraison de victuailles et de produits frais qui n'existe pas en France mais qui permet aux États-Unis donc de se faire livrer ses courses et des repas. Et donc là ce que vous voyez en fait, et je vais y revenir parce que c'est la plus grosse révolution actuelle de l'IA en termes de com, vous voyez que en fait ChatGPT constitue lui-même sa liste de courses, prépare tout et que l'internaute qui est en interaction avec ChatGPT n'a plus qu'à appuyer sur le bouton acheter pour faire ses achats. Je reviendrai sur les conséquences de ça. Je vous ai mis un petit QR code, voilà, si vous voulez faire un scan du QR code, ça vous permettra de regarder la présentation de Greg Brockman, donc le dirigeant, enfin un des dirigeants d'OpenAI, qui dure une vingtaine de minutes comme les talk TED habituels, et qui est tout à fait phénoménal pour vous aider en gros à matérialiser ce que peut apporter l'IA dans nos vies quotidiennes et pour ce qui nous concerne dans nos métiers de communicants. Je peux procéder, ouais. Ok. Alors, la grande révolution sous-jacente à tout ce que je vous ai montré, vous connaissez évidemment le grand historien Harari, qui a résumé la révolution sous-jacente aux applications de l'IA comme suit, c'est-à-dire que, en gros, l'IA a hacké le système d'exploitation de notre civilisation qu'est le langage. La révolution absolue des IA génératives par rapport aux IA précédentes, c'est que les IA génératives, encore une fois, ont piraté le langage humain, et il se trouve que toute la transmission, toute la culture, toute la civilisation humaine est fondée sur le langage, et qu'à partir du moment où ce langage est hacké par l'IA, c'est là que se posent toutes les questions. Et évidemment, ces questions ont une prégnance encore plus importante pour les communicants que pour beaucoup d'autres professions, parce que le langage est au cœur de notre métier, bien compris. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater que DALL-E est sorti publiquement bien avant ChatGPT, mais que DALL-E n'a pas du tout fait le splash en termes d'applications, de médias et de boom grand public que ChatGPT a fait. Vous savez sûrement, parce que ça a été énormément reporté dans les médias, que ChatGPT est l'application numérique qui a atteint le plus rapidement le nombre de 100 millions d'utilisateurs, ce qui n'était pas du tout le cas de DALL-E, alors que paradoxalement, la création d'images est quelque chose de beaucoup plus spectaculaire que la création de texte. Donc, en théorie, l'outil d'IA génératrice d'images aurait dû avoir un effet dans le grand public beaucoup plus fort que l'outil générateur de langage. Mais en fait, comme le langage, encore une fois, et comme l'a dit Harari, est l'OS de notre civilisation, bah, l'IA générative de texte et de langage a eu un impact beaucoup plus grand que celle générative d'images. Alors, on va passer à la deuxième partie de ma présentation qui concerne les conséquences de l'IA en termes de stratégie de com. Donc j'ai deux parties sur le yin et le yang. Le yin, en gros, c'est ce que change l'IA, et le yang, c'est comment les communicants peuvent s'adapter en matière de stratégie de com. Alors, j'ai fait une slide, je ne sais pas si elle n'est pas compliquée ou pas, je vais essayer de vous la présenter de manière claire, ce qui va être un challenge.
En gros, j'ai essayé de représenter sur cette slide, de manière synthétique et si possible compréhensible, l'évolution de la relation des humains au contenu depuis la révolution numérique. Au début de la révolution numérique, alors les plus anciens d'entre nous s'en souviennent, au début des années 90, l'organisation des contenus fonctionnait avec des liens. Vous vous souvenez peut-être que Yahoo avait notamment tenté de faire une bibliothèque, un bottin de tous les liens qui existaient sur Internet. Puis évidemment, à partir de quelques millions de liens, ils ont dû arrêter parce qu'on est aussi dans une technologie exponentielle à l'époque, c'était pas soutenable. À cette époque-là, l'essentiel des contenus évidemment était produit par des entreprises et ces liens, on se les échangeait beaucoup par email. On est passé à une deuxième, et donc la découverte de contenu, excusez-moi, j'ai oublié de vous le mentionner, mais la découverte de contenu était très fortuite. Je parle vraiment début des années web, donc années 90. Ensuite est apparu le search, qui a complètement changé la relation des internautes au contenu. On est passé à une découverte intentionnelle, c'est-à-dire qu'on rentre dans Google ou dans d'autres moteurs ce qu'on cherche, et là, on est guidé par Google vers ce qu'on cherche. Et là, on a vu petit à petit se développer la production de contenu par les internautes et pas seulement par les grandes organisations. Et puis après, on est arrivé à la troisième révolution, qui est la révolution du social, évidemment, où là, le social, c'est l'interactivité. Donc là, on est sur une découverte de contenu recommandé par nos contacts. Et là, évidemment, la production de contenu par les internautes a pris énormément d'importance parce qu'elle est au cœur du fonctionnement des réseaux sociaux. Et pendant ces trois périodes, l'unité qu'on pourrait appeler atomique de contenu était la page. Alors ça peut être une page de texte, ça peut être un visuel, mais le visuel, à un moment, il est de toute façon hébergé quelque part sur une page, ça peut être une vidéo, etc. La révolution qu'on voit aujourd'hui émerger avec ce que je vous ai présenté, c'est que, on va avoir une découverte de contenu guidée, et là guidée par l'IA, je vais y revenir. On n'est plus sur des fonctionnements par page, mais on est dans un fonctionnement avec un chat, et donc un fonctionnement avec des synthèses produites par l'IA, plutôt que des contenus d'origine sourcés par les producteurs de contenu. Et puis les deux derniers points, c'est qu'évidemment, on va assister à une augmentation phénoménale du volume produit par les IA, du volume de contenu, et à une baisse de la qualité moyenne des contenus en question. Je vais revenir sur le volume. Et la première conséquence de tout ça, et vous l'avez vu avec la vidéo de Chris Anderson qui prête son visage à son interlocuteur sur scène, c'est la désinformation. Vous connaissez tous l'expression « je ne crois que ce que je vois ». Très rapidement, vous n'allez plus pouvoir croire ce que vous voyez. Parce que, comme vous l'avez vu sur scène, ce que vous voyez peut paraître vrai à un niveau de réalité et de réalisme tout à fait phénoménal, et pourtant ne pas être vrai du tout. Encore une fois, les deepfakes vont devenir complètement indétectables. D'où les enjeux de régulation dont vous avez probablement entendu parler avec l'AI Act au niveau européen, qui veut notamment faire du watermarking des contenus produits par l'IA. Donc en fait, nos sens vont être complètement perturbés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, et ça va être extrêmement difficile de se fier au contenu auquel on va être exposé. Et probablement qu'à une époque, on va tous avoir des assistants d'IA qui vont en fait nous aider à détecter ce qui est vrai et ce qui est faux. La conséquence pour l'entreprise, encore une fois, c'est un problème évidemment majeur pour l'univers politique, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Notre sujet, c'est les entreprises, et les entreprises aussi vont être confrontées à des manipulations potentielles. Alors, donc là, j'avais demandé à Midjourney d'illustrer un hacker, ce qu'il a fait aimablement. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles, il y en a notamment une de Microsoft qui s'appelle Wall-E, référence à Dali, à laquelle vous pouvez donner 3 secondes seulement d'un enregistrement d'une voix d'une personne, et cette intelligence artificielle est capable de vous produire autant d'heures que vous voulez de la même personne, avec les bonnes intonations, les bonnes émotions, les bonnes scansions, etc., à partir de 3 secondes. Or, il faut que vous sachiez qu'évidemment, les dirigeants des grandes entreprises aujourd'hui, ils sont sur YouTube, ils sont sur leur site internet, dans des présentations produits, dans des conférences de presse, dans des présentations de résultats. Ils ont des heures et des heures de leur voix
de leur apparence qui sont publiques. Donc demain, les entreprises les plus exposées ou confrontées à des activistes ou à des concurrents peu regardants sur l'éthique de leur méthode peuvent très bien commencer à faire des manipulations avec des fausses annonces, des fausses annonces de crise, des faux lancements de produits, des fausses annonces financières, etc. Donc ça va changer très rapidement, et moi je conseille déjà à mes clients quand je fais des audits de la capacité de mes clients à être prêts pour la révolution IA, il y a un des domaines sur lesquels on travaille, c'est la veille. Parce que la veille va devoir évoluer drastiquement. Alors je vous ai pris un exemple parce que ce que je vous raconte peut paraître débile, mais en l'occurrence ça ne l'est pas, parce qu'il y a un cas qui est en discussion dans les tribunaux de New York ces derniers jours. Donc je vous présente John Burda, qui est un ancien CEO d'une boîte de technologie d'énergie américaine. Et il se trouve qu'il y a deux éléments qui se sont combinés pour le foutre un peu dans la mouise, notre ami John. C'est que, comme vous le savez, les checkmarks bleus sur Twitter, aujourd'hui, ne sont plus décernés à des personnalités en fonction de la réalité de leur identité, mais sont décernés à des gens qui payent un abonnement. C'est-à-dire que je peux aller sur Twitter, payer un abonnement et prendre un compte en disant que je suis Obama ou Sylvester Stallone. Peu crédible physiquement dans les deux cas d'ailleurs, mais peu importe. Et donc ce qui s'est passé dans le cas de notre ami John Burda, c'est que comme vous le voyez, il y a un autre compte John Burda qui a été créé sur Twitter, qui a pris un abonnement et qui s'est donc vu doté d'un chèque bleu disant en gros cette personne est vraiment John Burda. Et le compte de John Burda, le vrai faux compte, comme on disait à l'époque de Pasqua, de John Burda, a commencé à diffuser des fausses vidéos faites avec de l'intelligence artificielle de John Burda, en fait, confessant des tas de malversations boursières, financières à la tête de son entreprise. Alors, on ne sait pas encore si c'est une vengeance personnelle contre le susnommé John Burda, si c'est juste une opération de manipulation de cours de bourse pour faire des bénéfices derrière. Mais en tout cas, voilà, John Burda a esté en justice auprès d'un des tribunaux de New York pour obliger Twitter à révéler qui était derrière ce faux compte. Donc voilà, aujourd'hui on est sur des opérations de niche, sachant qu'il y a d'autres exemples. Hein. C'est pas la première manipulation d'une entreprise avec des... Là en plus c'est fait avec une vidéo. Imaginez, c'est beaucoup plus simple de le faire avec une voix, hein, sans vidéo. Parce que la barrière à l'entrée est beaucoup plus basse. Voilà, donc ça va être un enjeu de désinformation, encore une fois, pas uniquement pour la sphère politique, mais pour la sphère corporate au premier chef également. Après la désinformation, évidemment, il y a un problème de surinformation. Tout le monde va produire énormément de contenu à travers le recours à l'intelligence artificielle. Vous remarquerez que vous avez le dessin que j'ai eu tant de mal à produire avec Midjourney. Et donc tout le monde va être subi, tout le monde est déjà subi subit déjà une énorme surinformation aujourd'hui dans sa vie quotidienne. Ça va devenir puissance X du fait que le recours à l'intelligence artificielle qui peut produire des contenus instantanément et de manière illimitée va aggraver le phénomène. Alors par rapport à ça, un petit chiffre. Il y a une estimation qui a montré, alors après des estimations on peut en faire 50, mais il y a une estimation qui a montré qu'en 2025, il se pourrait que 90% des contenus en ligne soient produits par de l'intelligence artificielle. Donc en fait on va être dans ce cas illustré sur la slide, où l'intelligence humaine sur la sphère numérique va être minoritaire, largement minoritaire. Et donc après, évidemment, ça pose aux problèmes de quantité, viennent s'ajouter des problèmes de qualité, parce qu'évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les contenus produits par l'IA, ils ne vont pas être tous de qualité topissime ou optimale. Alors, après, on arrive probablement au plus grand risque pour les marques, et c'est celui que je voulais vous démontrer avec l'exemple de la shopping list de Greg Brockman tout à l'heure. À partir du moment où l'IA avec laquelle vous allez converser va vous donner des synthèses et non pas des liens. Google vous donnait des liens qui étaient classés dans PageRank, et donc vous donnez une liste de liens, et donc vous donnez accès aux sources de l'information. ChatGPT, quand vous conversez avec lui et ses futurs concurrents, vous êtes dans un mode conversationnel, il vous donne un paragraphe, ou 2 ou 3 selon la complexité de ce que vous lui demandez. Mais il ne vous donne pas les 250 liens ou les 40 liens
qui lui ont permis de construire ce paragraphe. Ça veut dire qu'en gros, les informations communiquées par les médias d'information risquent d'être complètement neutralisées par ChatGPT. Si vous allez sur ChatGPT, alors ChatGPT aujourd'hui n'est pas toujours connecté à l'actualité, mais pour les chatbots qui peuvent être connectés à l'actualité avec des plugins, si vous leur dites faites-moi un résumé de ce qui s'est passé suite à l'épisode qui s'est passé à Nanterre avant-hier, il va vous sortir une synthèse de l'actualité. Il ne va pas vous sortir un lien vers le site du Monde ou le site de iTélé ou autre. Donc les médias risquent de disparaître. Plus vous allez fonctionner avec ce type de chatbot, plus les médias vont disparaître. Pareil pour les marques. Quand vous allez aller sur ChatGPT et lui donner une liste de courses, comme a fait Greg Brockman, encore une fois, ChatGPT il vous donne directement la liste de courses produites et prête à acheter. Il ne vous dit pas est-ce que tu veux acheter tel produit de tel fournisseur. Et en fait, ce à quoi on assiste avec l'émergence de ces applications, c'est à l'apparition d'une nouvelle interface homme-machine qui est probablement au moins aussi révolutionnaire que l'apparition des smartphones. Et encore une fois, s'il n'y a qu'un truc que vous devez retenir de ce que je vais vous dire ce matin, c'est ça. C'est le risque d'effacement des marques qui sont neutralisées par le travail de synthèse personnalisé que réalise ChatGPT. Et je dis ChatGPT pour être simple, mais évidemment il y en a d'autres. Et donc on va assister en fait à une évolution de la décision d'achat. Aujourd'hui, jusqu'à présent, vous êtes dans la situation où je suis humain, je consomme des contenus, je veux acheter tel produit ou tel service, je vais chercher, je compare et à la fin, je décide. Demain, vous allez demander à l'IA de dire, voilà, qu'est-ce que tu me recommandes? C'est le cas qu'on a eu avec la liste de courses pour constituer le repas sur l'application, sur la vidéo tout à l'heure. Mais à la fin, c'est encore l'humain qui décide. L'étape suivante, ça va être que votre assistant personnel en IA, il va être tellement au fait de vos activités, de vos goûts, de vos contraintes, qu'en fait, régulièrement, il va vous proposer des produits. Et donc, on va franchir encore un pas où l'autonomisation de la décision d'achat de l'humain va passer de l'humain à l'IA. Et puis, la dernière étape qui va se dérouler certainement plus ou moins rapidement, c'est qu'en fait, vous allez déléguer à votre assistant personnel, parce qu'on va tous avoir un ou plusieurs assistants personnels en IA. On peut en avoir un pour notre vie personnelle, un pour notre vie pro, un pour nos activités sportives, que sais-je encore. Celui qui s'occupe de votre vie pro, vous allez lui déléguer, après-demain, un certain nombre de domaines où en fait, il pourra faire les achats tout seul. Et ça, évidemment, pour les marques, c'est un danger comme elles en ont rarement vécu. Parce que la relation à leurs prospects et leurs clients va être complètement coupée de leur capacité d'influence sur ces êtres humains, parce qu'elles vont devoir dealer avec un robot qui n'est pas impressionnable par une campagne de pub ou par des actions de RSE. Et donc évidemment, le phénomène ne va pas être le même si vous vendez des brosses à dents que si vous vendez des voitures. J'avais pris un autre exemple sur Superception quand j'avais parlé de ce phénomène. Si vous voulez acheter du dentifrice ou une brosse à dents, vous pouvez évidemment faire confiance à l'IA pour faire le choix à votre place. Si vous voulez acheter un cadeau de mariage pour votre conjoint, une voiture ou une assurance vie, vous n'allez probablement pas laisser l'IA choisir. Bon, sauf si vous êtes en instance de divorce, mais sinon non. Donc en fait, la différence d'une marque qui va devenir invisible versus une marque qui peut rester visible, c'est la capacité, la vocation, le poids émotionnel de l'achat pour l'acheteur. Brosse à dents, dentifrice, zéro émotion. Voiture, problème de goût, de statut, de caractère un peu ludique pour certains de cet achat. Le cadeau d'anniversaire de mariage évidemment, l'assurance vie pour d'autres raisons. Voilà. Donc le défi pour les entreprises demain, celles qui ont une relation émotionnelle à leur partie prenante, c'est de la garder, de la cultiver. Et les marques qui vendent des produits commoditisables, pour prendre un anglicisme, ça va être beaucoup plus compliqué de survivre. Et donc on va voir les pistes stratégiques que j'évoque tout à l'heure. Mais c'est clair que toutes les marques ne vont pas être livrées aux mêmes problématiques face à cette émergence de l'IA neutralisatrice de marque. Bon, là, je vous ai mis une petite citation de notre ami Bill Gates qui, en gros, résume un peu ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que
ces assistants personnels, en gros, vont devenir les produits les plus puissants de la Terre parce qu'ils vont vous aider à régir et à organiser et à structurer votre vie quotidienne. Alors, il y a un dernier risque de neutralisation que je voudrais évoquer, parce que quand on parle de l'IA, on prend toujours le problème sous, voilà, les communicants les communicants, les agences de com, tous ceux qui travaillent dans la com vont être concurrencés par l'IA, parce que l'IA va être en mesure de créer ce qu'il crée. Certes, mais à mon avis, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que vos clients internes dans vos entreprises respectives, ils vont pouvoir créer de la com sans vous. Parce qu'il va leur suffire de se familiariser avec les IA génératives et avec un peu de pratique, s'ils ont des tendances un peu autonomistes, ce qui arrive dans toutes les entreprises, en tout cas dans toutes celles que je connais, ils vont avoir le vecteur magnifique pour ne pas s'emmerder à vous faire valider leurs assets ou leurs campagnes ou leurs produits de communication. Et ça, c'est un risque majeur pour la notion de marque, parce que ça veut dire que, évidemment, le premier rôle des communicants dans une entreprise, c'est d'assurer la cohérence de marque. D'assurer la cohérence de marque sur la charte graphique, mais la charte graphique, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le sens que communique la marque, c'est les messages, c'est les contenus. Et si vous vous laissez contourner et bypasser par vos clients internes qui maîtrisent des IA génératives pour faire leur propre com, le sens de la marque, il va assez rapidement être dilué parce que chacun va communiquer à la communauté réduite aux acquêts de son périmètre. Donc, je communique pour mon service, je communique pour mon offre, je communique pour mon équipe quand on est en interne, sans m'occuper de la globalité de l'entreprise parce que je suis dans mon truc. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un risque majeur auquel il faut que les communicants et les DIRCOM se préparent et se mettent en position de riposter et d'anticiper pour ne pas avoir à riposter. Alors, après, un autre effet majeur des IA génératives, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, on est capable, avec les cookies, le ciblage, les cohortes, quand on sort des cookies, d'avoir une personnalisation relativement bonne de la cible. Demain, avec l'IA, et je vais vous montrer un exemple en slide suivante qui existe déjà, on va pouvoir personnaliser non pas la cible, mais le contenu. En gros, j'ai pris l'exemple d'une femme qui fait du yoga, parce qu'il se trouve que c'est un marché particulièrement dynamique, l'équipement en yoga. Voilà, si vous êtes Lululemon ou une autre marque de yoga, d'équipement de yoga, demain vous allez pouvoir être capable de cibler le contenu, donc de personnaliser le contenu pour chacune de vos clientes en fonction évidemment de sa région, ce qui est aujourd'hui un basique, en fonction de ses goûts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a regardé comme produit sur votre site plutôt que d'autres, en fonction de son historique d'achat, en fonction peut-être de la musique qu'elle écoute sur Spotify à laquelle vous avez accès par d'autres canaux, etc., etc. Et là, vous allez être capable de faire des millions et des millions de contenus personnalisés par des IA génératives qui vont être liés à des lacs de données pour générer des contenus personnalisés individuellement. Et ça va être pareil, évidemment, en termes de tests des campagnes. Ce n'est pas vrai uniquement pour les campagnes. Aujourd'hui, on arrive à faire des tests, des A/B testing avec quelques dizaines de campagnes. Demain, ça va être possible à faire avec des centaines de milliers ou des millions de campagnes. Je ne sais pas si vous connaissez un outil qui s'appelle Descript, qui est aujourd'hui un des meilleurs outils pour faire du montage vidéo, podcast, etc. Ouais, il y a des marques qui utilisent Descript pour faire une quarantaine de vidéos personnalisées pour Facebook ou autre. Voilà, demain ils pourront faire 40 millions de vidéos personnalisées avec des IA génératives sans aucun problème. Alors, on est encore aujourd'hui au début du phénomène, mais je voulais vous donner un exemple sympa pour l'exemple, puis sympa ce qui permet de faire un joli visuel, qui est le groupe McCann a fait une campagne là, qui a été présentée, je crois qu'elle a même été primée à Cannes, pour des vendeurs individuels de repas, de nourriture au Mexique. Voilà, alors c'est des gens qui ont des food trucks ou des mini-restaurants
mais qui sont en tout cas toujours individuelles. Et ils ont fait une campagne qui a permis de générer pour 8400 de ces vendeurs, pour en fait la marque qui leur vend tous les buns, les pains, la boulangerie qui leur permet de faire le hamburger, le hot dog, etc. Et qui est une marque qui s'appelle Bimbo, ce qui est assez marrant, pour une marque de boulangerie, et qui est la première marque de boulangerie au monde. J'ai découvert ça à cette occasion, mais ça n'a aucun intérêt pour vous. Et donc cette marque a été capable, avec McCann et des IA génératives, de produire 42 000 assets, donc, qui étaient surtout des panneaux, parce que c'est de la communication vraiment visuelle, voilà, de produire 42 000 panneaux personnalisés pour nos 8400 patrons de PME, mais de mini-PME. Alors, on n'est pas encore à 40 millions, mais imaginez le travail manuel nécessaire pour produire 42 000 panneaux personnalisés pour nos amis mexicains. Alors, je reviens à l'élément de vitesse, qui est un fil rouge aussi de ma présentation. Il est évident aujourd'hui que les plus petites entreprises testent tout ce que je vous raconte sur l'IA beaucoup plus rapidement aujourd'hui que les grands groupes. Notamment pour une raison évidente, c'est que les plus petites entreprises prennent plus de risques. Donc tous les problèmes de droit d'image, de droit de propriété, de risque de biais cognitifs des IA, etc., autant les grands groupes ils prêtent grande attention et donc sont plus prudents, autant les petites entreprises qui ont beaucoup moins d'enjeux de réputation, d'image, etc. à traiter, sont moins, on va dire, regardants et donc vont beaucoup plus vite dans l'adoption de ces nouvelles méthodes. Voilà, petit rappel pour un message que vous verrez à la fin sur la notion de vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour contrecarrer tous ces effets positifs ou négatifs de l'IA? Moi, ma première piste de travail, c'est de travailler ce que j'ai appelé l'attirance dans cette slide, c'est-à-dire il y a un élément qui va devenir important pour les entreprises, c'est d'essayer de sortir leurs parties prenantes de ChatGPT. Parce qu'encore une fois, si vos clients sont sur ChatGPT et qui disent à ChatGPT « achète-moi tel produit », vous n'avez aucune garantie que ce produit soit un produit de votre marque. Donc, il va y avoir une problématique qui va devenir très forte et puissante pour les marques, c'est d'essayer de ramener leurs parties prenantes sur leurs canaux détenus, sur leurs canaux owned. Pour deux raisons. Un, parce que c'est là qu'ils vont les contrôler, donc c'est là qu'ils vont pouvoir leur vendre en direct leurs produits ou leurs services sans risquer d'être bouffés par la mécanique de neutralisation de ChatGPT. Et puis un autre point, c'est que ChatGPT, dans ses synthèses, il ne donne pas de contexte. Donc il peut vous donner des infos sur une marque qui est peut-être tirée de son contexte et qui, du coup, tirée de son contexte, n'a peut-être pas la même pertinence ou la même valeur d'interprétation. Quand vous êtes chez vous, vous avez le contrôle de vos parties prenantes et vous avez la capacité à expliquer le contexte. Donc je suis convaincu que les sites web qui sont aujourd'hui un peu abandonnés, où on multiplie les landing pages par campagne, etc., les sites web vont reprendre une importance majeure face à l'IA pour les raisons que je vous ai expliquées. Deuxième piste, il va falloir travailler la pertinence. Alors, aujourd'hui, on travaille beaucoup par SEO, et donc tout le monde est habitué à travailler en fonction du SEO. Demain, il se peut qu'un des moteurs de recherche classiques subsiste, mais on va passer de plus en plus. Je vous ai mis là, alors c'est Microsoft qui est en pointe, mais comme vous utilisez sûrement plus Google, je vous ai mis les travaux de Google donc, qui travaillent sur ce qu'ils appellent le SGE. Le SGE, en fait, c'est passer Google Search en format chat. C'est-à-dire que vous posez une question et Google, au lieu de vous cracher 2000 liens classés par ordre de pertinence en fonction de leur nombre de liens entre eux, ce qui est le système de PageRank, Google va vous donner 2, 3 ou 4 paragraphes ou un paragraphe qui répond à votre question. Encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, dans ces paragraphes, il n'y a pas les sources, parce qu'ils ne peuvent pas vous donner les sources. Et donc dans ces paragraphes, la notion de SEO va évoluer, parce que pour apparaître dans ces paragraphes, vos sites internet ne vont plus devoir avoir les mêmes critères de pertinence que les mots-clés, etc. pour apparaître dans les SEO. Donc, il va y avoir toute une mécanique de révision des contenus que produisent les marques pour les adapter au système de pertinence et de classement, à la fois sur leur site
et sur les sites tiers où vos marques apparaissent pour être pertinents pour ces synthèses personnalisées que produit ChatGPT ou Bard de chez Google ou autres. Et donc c'est là aussi où on va voir, et je vais y revenir tout à l'heure, le brand content va prendre une importance encore accrue par rapport à ce qu'il a déjà aujourd'hui, parce qu'évidemment il va y avoir un élément de différenciation qui va devenir de plus en plus important. Et puis dernier point que j'ai mentionné sur la slide, il va falloir que les marques soient de plus en plus agiles dans la gestion de leur site internet, ce qui n'est pas toujours le cas moi pour ce que j'observe aujourd'hui, parce que toutes ces évolutions, il va falloir les mener rapidement, et encore une fois aujourd'hui on est qu'aux prémices de tout ce que je vous raconte, c'est moi les leçons que je tire de ce qui se passe depuis 6-9 mois, mais on est à l'âge de pierre de l'IA en termes de com et de marketing. Donc cette agilité, il va falloir la garder. Alors, l'enjeu suivant pour les marques, évidemment, c'est l'enjeu d'émergence que j'ai commencé à aborder, au sens où, pour éviter cette neutralisation à travers les synthèses personnalisées que produit ChatGPT, il faut arriver à émerger, encore une fois, pour attirer vos cibles vers vos canaux détenus. Pour émerger, la meilleure manière qu'on a encore trouvée et qui va prendre encore plus d'importance demain, c'est d'avoir des convictions pour une marque. Conviction. Donc la capacité des marques à prononcer, proclamer, faire vivre des partis pris, des valeurs, des principes, des convictions va devenir de plus en plus importante. Parce que c'est ce genre de contenu qui n'est pas neutralisable ou qui n'est pas imitable par ChatGPT et ses concurrents. Les aspects offres, ils vont être énormément noyés dans le tri et la sélection faite par les IA pour produire leur synthèse. Les aspects, comme je le disais, la meilleure manière d'éviter de tomber dans la mécanique IA, c'est de travailler les émotions. La meilleure manière de travailler les émotions encore, voilà, c'est pourquoi ma marque, comment on dit ça en français, pourquoi ma marque se prononce et prend la parole. On dit en anglais make a stand, ce qui fait que c'est ça que j'avais donné comme prompt à ChatGPT qui a imaginé un CEO un peu grassouille. Mais voilà, ce qui est important encore une fois, c'est d'essayer de solliciter le plus possible la relation émotionnelle avec vos parties prenantes demain. Et cette relation émotionnelle avec vos parties prenantes, elle se prend à partir de la raison d'être et de ce pourquoi la marque dit qu'elle opère au-delà de son seul bénéfice. Une autre piste de réflexion pour les marques, c'est d'être beaucoup plus exigeant en matière de contenu. Alors, je vous cite ma slide, ma stat préférée. C'est une étude qui a été faite sur des milliards d'activations. Hein. C'est pas un truc qui a été fait sur une population d'un seul immeuble. Aujourd'hui, les marques génèrent 90% de leurs interactions avec leurs parties prenantes à partir de 5% de leur contenu. Ça veut dire que 95% des contenus des marques sont au mieux inutiles, au pire produisent une perception défavorable chez leurs parties prenantes, parce que leurs parties prenantes se disent mais pourquoi ils m'adressent ces contenus qui n'ont rien à voir avec moi, ou qui n'ont rien à voir avec mon centre d'intérêt, ou qui sont mal ciblés ou autres. Alors même si vous vous dites bon la stat est exagérée, encore une fois bien, malgré le sérieux de l'étude, mettez même 80% de contenus qui servent à rien, vous êtes encore sur une production de contenu absolument délétère par rapport aux objectifs que devraient avoir les marques. Alors je vous ai mis Montesquieu à l'écran, parce que vous connaissez sûrement la super célèbre citation de Montesquieu selon laquelle les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Citation que j'ai reprise pour les contenus. En fait, la plupart des marques, moi je le vois chez tous mes clients, toutes les marques sont dans une approche de production de volume de contenu, avec le sentiment que plus on produit de contenu, mieux c'est, parce qu'il faut émerger, et que les clients internes, la mécanique de politique interne, tout ça contribue aussi à produire du contenu en volume, parce qu'il faut faire plaisir, il faut répondre aux attentes, il faut satisfaire les clients internes, sans toujours être très regardant, parce qu'après il y a des dynamiques de politique qui s'inscrivent là-dedans. Et donc on produit du contenu à tir larigot. Demain, vous n'allez pas émerger parce que vous arriverez à produire plus de contenu que les intelligences artificielles. C'est même pas la peine d'en rêver. Vous allez émerger parce que vos contenus vont être tellement quali
que par rapport à des contenus d'intelligence artificielle qui ne sont pas toujours au top, vos contenus vont faire la différence et qu'ils seront porteurs de convictions, d'émotions, etc., qui là aussi vont faire la différence. Donc ça, c'est un autre virage culturel que doivent faire les DIRCOM, mais qu'elles n'arrivent pas à faire depuis déjà la révolution numérique, où déjà ce problématique de volume de contenu était très pertinent. Voilà, il va falloir accélérer sur un passage d'une approche quali par rapport à une approche quanti, qui est aujourd'hui l'approche qu'on voit quasiment partout, sauf évidemment les super grandes marques. Apple ne fait pas du contenu volumétrique, par exemple. Bon. Incidemment, je fais une incise. Dans un certain nombre de cas, quand vous demandez à Midjourney de vous présenter quelqu'un avec un ordinateur, comme par hasard, sur l'ordinateur, il y a le logo Apple. Alors j'ai une slide là-dessus, mais je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas faire long. Donc c'est un autre, quand je disais tout à l'heure, il va falloir que vos contenus soient pertinents pour être sélectionnés par les IA pour apparaître dans leur contenu. Voilà, même les IA ont compris qu'Apple était une marque qui valait la peine de figurer en logo sur ses créations d'images. Depuis le temps que j'utilise Midjourney assez intensément, c'est la seule marque dont j'ai vu apparaître le logo sans l'avoir demandé. Je suis obligé d'en demander d'autres pour me débarrasser du logo, sauf la slide que j'ai gardée dans ce but didactique. Alors, ensuite, j'ai essayé de vous faire une petite slide où je résume plusieurs choses par canal de com. Alors, premier point, la cohérence, évidemment, va devenir de plus en plus importante. Parce que vous allez avoir de moins en moins de prises de parole qui vont être vues par vos parties prenantes. Parce qu'ils vont être noyés dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc si vous avez 10 prises de parole qui sont vues de vos parties prenantes sur une période donnée, et que sur 10, il y en a déjà 4 qui sont incohérentes, la capacité du cerveau de vos parties prenantes à comprendre l'histoire que vous lui racontez va pas être très grande. Donc vous allez avoir un problème. J'ai oublié de vous mentionner sur ma slide d'intro de cette partie qu'il y allait avoir de plus en plus de différence entre la marque et la trace. Il va falloir de plus en plus que les marques s'évertuent à laisser des traces pour que les parties prenantes, encore une fois, soient tentées d'aller acheter chez eux plutôt que d'aller acheter via ChatGPT. La cohérence est un élément majeur de ça. Autre précision que je veux vous apporter, tout ce que je vous raconte n'est pas vrai que pour la com externe. Tout ce que je vous raconte est évidemment vrai aussi pour la com interne. Parce que tout ce que je vous raconte, que vous pourriez traduire comme étant très orienté client, vaut aussi pour l'engagement des salariés. Ça va être exactement les mêmes problématiques, exactement les mêmes enjeux, exactement les mêmes pistes stratégiques, exactement les mêmes risques d'échec si les marques ne s'adaptent pas. Alors, pour passer très vite en revue, parce que je suis trop long, la pub va devenir un vecteur émotionnel de plus en plus fort, et deux, un vecteur qui va devoir amener les acheteurs vers l'acte d'achat. Il va être de plus en plus important que les opérations de pub guident les acheteurs vers l'acte d'achat, c'est-à-dire en gros vers les médias, les canaux détenus par les marques, pour éviter qu'ils voient la pub et puis qu'après ils aillent ChatGPT acheter un produit de quelqu'un d'autre. Je vous le fais en synthèse, rapide. Le brand content, il y a un aspect qui va devenir de plus en plus important, qu'on va déjà se développer à travers la gamification du brand content, qui est la notion de divertissement. Parce que cette notion-là, ChatGPT ne vous la propose pas si vous ne lui demandez pas. Et on voit que de toute façon aussi avec les jeunes générations, cette notion de divertissement est de plus en plus souhaitée. Et le brand content va devenir un vecteur inégalable pour que vous puissiez présenter vos partis pris. Et donc encore une fois, essayer d'éviter la neutralisation. Les influenceurs, alors j'ai une conviction un peu ésotérique là-dessus. Premier point, avant ma conviction ésotérique, les influenceurs les plus originaux vont devenir de plus en plus importants parce que c'est ceux qui vont devenir facteurs de différenciation. Donc, éviter la neutralisation. Et après, ma conviction ésotérique, c'est que je suis convaincu, dans les paris que je fais sur l'avenir, je suis convaincu que les partenariats avec des sportifs vont prendre de l'importance. Parce que j'ai pas le temps de vous parler de ça, et c'est bête parce que j'ai des tas de trucs super marrants à vous raconter sur l'impact de l'IA dans le monde de la musique. Toujours est-il que les IA peuvent déjà aujourd'hui reproduire des acteurs, reproduire des voix de musiciens. Mais par contre, les IA ne vont pas pouvoir reproduire des performances de sportifs ou des gains de compétition. Donc autant le monde du spectacle risque plutôt de passer sous une forme de licence, je donne une licence de ma voix, je donne une licence de mon apparence, etc.
autant les sportifs vont devenir assez irremplaçables. Même si on voit déjà des campagnes de pub, il y en a une, il y a un film assez, vous pouvez aller chercher sur YouTube qui a été fait où McEnroe joue contre, le McEnroe actuel joue contre des McEnroe de différentes époques. Il y a une pub aussi qui avait été faite avec Serena Williams l'année dernière, où elle joue contre une Serena Williams d'il y a 20 ans. Voilà, mais donc l'IA peut imiter des sportifs de l'ancienne époque, l'IA ne peut pas remplacer aujourd'hui un sportif pour gagner une compétition. Donc je pense moi que les contrats avec les sportifs et les équipes de sport vont prendre de l'importance pour cette raison-là. Et puis après, il y a une question qui se pose dans les influenceurs, c'est le rôle des médias. D'un côté, les médias vont se faire bouffer par les synthèses de ChatGPT, de l'autre, va probablement y avoir à un moment un retour de bâton et un appel d'air pour des médias de confiance. Donc je pense qu'il va y avoir une opportunité de faire vivre des grands médias, mais qui vont probablement être en nombre plus restreint qu'aujourd'hui. Et une grande partie des médias numériques qui font du clickbait ou qui font de l'actu en essayant de générer de la pub autour d'eux vont probablement connaître des temps difficiles. J'accélère. L'UX et la CX, évidemment super important pour amener vos clients sur vos médias détenus, les y conserver et les y faire acheter. Donc en termes de marketing, il risque d'y avoir une augmentation du coût d'acquisition des clients. Voilà, on croyait qu'elle allait baisser avec le D2C, ça n'a pas baissé avec le D2C, ça risque pas de baisser non plus avec l'IA. Les événements, c'est un autre pari que je fais, je suis convaincu que les événements vont prendre de nouveau une nouvelle importance. Ils ont fléchi au début du numérique, puis ils sont redevenus importants, je pense que ça va continuer. Parce qu'il va y avoir énormément de manipulations à travers des fausses, et ça commence déjà à apparaître aujourd'hui dans les revues produits sur Amazon, où il y a beaucoup de fausses revues produits faites par des concurrents pour flinguer leurs concurrents avec de l'IA générative. Donc voir les gens sur des événements pour les persuader et les amener à et driver la différenciation de la marque, à mon avis, va devenir de plus en plus important. Et puis évidemment, quand on parle relation émotionnelle avec ces marques, avec ces parties prenantes, il va y avoir le point de la connexion. La relation individuelle avec ses clients va devenir super importante, et la relation collective avec des clients autour de communautés va devenir aussi encore plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec des moyens qui ne passeront pas forcément par des IA, parce que là aussi il va y avoir des retours de bâton. Et puis en termes de back-office, évidemment, l'IA va énormément servir, encore plus qu'aujourd'hui, à l'analyse des contenus, l'analyse de vos contenus, l'analyse des contenus de vos concurrents, l'analyse de l'opinion. L'IA va pouvoir vous produire de l'analyse de l'opinion en temps réel de masse, ce qui n'est évidemment pas possible jusqu'à présent, et puis de l'analyse de la performance de ce que vous faites. J'arrive à ma notion de vitesse. Ça, c'est une citation qui date des années 2000. Moi, il se trouve qu'à l'époque, j'étais DIRCOM d'un des concurrents de Cisco, et qu'on avait toujours cette citation en face de nous quand Cisco était le petit et nous le gros. Et cette citation reprend énormément d'acuité aujourd'hui avec l'IA, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, la rapidité d'évolution de la technologie, la nécessité de vous adapter rapidement, qui va être le sujet de ma dernière partie, et puis voilà, le test and learn que doivent faire toutes les entreprises pour ne pas rester sur le quai de la gare, parce que plus vous allez prendre de retard, vos entreprises et vous, par rapport à ces technos, plus ça va être dur à rattraper. Alors j'en arrive aux communicants. Aujourd'hui, il y a deux hypothèses. Soit l'IA va contribuer à l'augmentation du communicant, comme on dit la réalité augmentée, soit elle va contribuer à sa réduction pour les communicants qui vont résister au recours à l'IA. Si des communicants résistent à travailler avec l'IA, ils vont devenir de moins en moins utiles. Alors, j'ai quelques slides là, je vais essayer de vous les faire vite pour laisser du temps aux questions. Bon, la nécessité d'apprendre, je passe. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une autre révolution qui est que les IA, ChatGPT et ses concurrents commencent à devenir autonomes. C'est-à-dire que vous pouvez leur donner un projet et qu'elles s'organisent, elles font leur liste de tâches, elles priorisent leur liste de tâches, elles accomplissent leurs tâches les unes après les autres, elles font le point où elles en sont par rapport à l'objectif que leur humain leur a donné, etc. Donc je vous ai cité les premiers qui sortent dans ce cadre-là, AutoGPT et Baby AGI, qui sont ce qu'on appelle des agents AI autonomes, donc qui font en fait ce que je viens de vous raconter. Et donc demain, le risque que moi je vois,
c'est pas tant que vous soyez remplacé par une IA, parce que l'IA, elle a toujours, jusqu'à ce que l'IA prenne le pouvoir, l'IA a toujours besoin de travailler avec des humains. Donc le risque pour tout le monde demain, c'est d'être remplacé par quelqu'un qui travaille avec des IA et pas par une IA directement. Et il y a un article qui est sorti il y a quelques semaines qui a fait beaucoup de bruit. C'était un développeur informatique et le titre de l'article c'était ça. 90% en gros de mes compétences aujourd'hui ne valent plus rien, mais 10% ont pris une valeur inestimable. Parce que les 10% correspondent justement à la collaboration avec l'IA. Donc le premier conseil que je me permets très immodestement de vous donner, c'est essayer de comprendre dans vos compétences, faites un mini bilan de compétences personnelles. Voilà, qu'est-ce qui va disparaître ou devenir moins pertinent du fait de l'IA et qu'est-ce qui par contre va prendre une valeur accrue du fait de l'IA. Alors, je vous donne un exemple d'un outil IA qui est assez phénoménal. Alors c'est pas un plugin, donc c'est pas un outil que vous rajoutez à ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un prompt. Aujourd'hui, il y a un nouveau métier qui apparaît, c'est des gens qui développent des prompts qui peuvent servir à d'autres. Donc en gros, c'est comme une fonctionnalité sur un logiciel, mais c'est juste un prompt. Donc vous allez sur le site, vous cherchez l'intervieweur GPT sur Google, vous allez sur le site et vous pouvez copier le prompt qui fait une vingtaine de lignes. Et alors ce prompt est phénoménal, pourquoi? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont des compétences mais ils ne savent pas les écrire. Donc ce prompt en fait il transforme ChatGPT en journaliste et donc vous copiez le prompt qui lui explique comment faire et à la fin vous lui dites bah voilà tu dois, alors je vous la fais simple, hein, encore une fois je vous résume très radicalement, mais en gros vous dites à ChatGPT interviewe cette personne sur tel sujet. ChatGPT va donc interviewer la personne à travers une conversation que vous lui avez demandé d'interviewer et à la fin ChatGPT vous sort un article. Donc, je vois deux utilisations super directes pour les communicants. Numéro 1, les communicants qui produisent des revues internes ou des articles pour le web, etc. et qui doivent interviewer des experts au sein de l'entreprise. Bah, ils peuvent faire prendre un rendez-vous à l'expert avec ChatGPT et ChatGPT sort l'article et après, la personne de la com n'a plus qu'à polir l'article, valider les aspects factuels, mettre le ton pour que ça aille avec le tone of voice de la marque, etc. Deuxième utilisation, l'IA peut aussi vous aider à compléter parfois des compétences que vous n'avez pas. Tous les communicants ne savent pas écrire. Voilà une aide qui peut vous aider si vous êtes dans une compétence de com qui ne nécessite pas d'écrire tous les jours. Voilà, encore une fois, un prompt, hein, ça prend 30 secondes à aller chercher sur Google, à copier dans ChatGPT et à adapter pour vous aider à écrire des choses que vous n'auriez peut-être pas la compétence d'écrire sans l'aide de ChatGPT. Je vous ai mis un autre QR code, je vous ai mis un exemple parce que alors là c'est des plugins, c'est pas des prompts, mais voilà, si vous cherchez sur Google, vous trouverez des plugins, des prompts qui peuvent vous faire des tas de choses pour vous aider à faire votre métier. Encore une fois, pas à vous bouffer votre métier, mais à vous aider à devenir plus efficace, à vous concentrer peut-être sur vos domaines de force, à vous concentrer aussi peut-être sur ce que vous préférez faire, etc., etc. Alors, le dernier conseil que je peux vous donner, et celui-là je ne vous donne pas tellement le choix, c'est qu'il faut que vous vous mettiez d'urgence à bosser avec l'IA. Voilà, apprenez l'IA, pratiquez ChatGPT, pratiquez les IA génératives d'images pour deux raisons. Numéro 1, vous n'arriverez jamais à comprendre ces technologies si vous ne les pratiquez pas. Ce n'est pas un truc qui se lit dans les livres. Numéro 2, n'attendez pas que votre entreprise vous offre un programme de formation, l'IA pour les nuls ou l'IA pour les communicants, parce qu'il va y avoir toujours un décalage énorme entre le programme de formation qui aura été préparé par l'entreprise et l'évolution de l'IA. L'IA évolue tellement vite, souvenez-vous de mes slides sur Obama et Trump, que le temps que votre entreprise conçoive un programme de formation, le teste et vous le propose, vous aurez 6 mois de retard par rapport à l'état de l'art de l'IA. Voilà, donc la seule solution pour vous, c'est de pratiquer l'IA, de vous familiariser, de devenir des pros à votre niveau de l'IA, et du coup, après, de pouvoir aider vos collègues qui peut-être l'ont moins bien fait, etc. Et donc après, évidemment, il faut aussi que vous demandiez à vos DIRCOM respectifs de vous allouer du temps libre pour ne pas faire ça le week-end chez vous, mais de mettre du temps libre. Moi, c'est ce que je dis à tous mes clients DIRCOM de faire.
de prévoir des plages de temps, alors pas où tout le monde se met dans une salle et fait de l'IA, mais où disons, voilà, vous savez que pendant 1 heure de votre temps chaque semaine, ou 2 heures chaque semaine, bah, vous n'allez pas produire de la com pour l'entreprise, mais vous allez préparer le futur de votre employabilité au sein de l'entreprise en travaillant sur l'IA. Alors, je résume tout ça avec un enjeu pour les communicants, en prenant une métaphore d'un immeuble. Un immeuble, il y a 2 manières d'attaquer un immeuble. Soit vous êtes l'architecte et vous avez une vue de l'ensemble de l'immeuble. Vous avez conçu l'immeuble, vous avez conçu la résistance des matériaux, des différentes interactions, des différentes parties de l'immeuble pour que l'immeuble tienne debout. Soit vous êtes un décorateur, au sens où vous attaquez chaque pièce, pièce par pièce. Le risque demain pour les communicants, dans ma métaphore, c'est de devenir des décorateurs, s'ils ne deviennent pas des architectes. Donc le 3e conseil que je vous donne, c'est devenez des stratèges. Alors, des stratèges, ça ne veut pas dire devenez forcément des DIRCOM. On peut être stratège à différents niveaux. Le premier niveau du stratège que tout le monde peut faire, c'est chaque fois que vous avez une opération, toujours prendre en compte l'aspect 360 de votre opération par rapport au reste de la com. Voilà, ça ne nécessite pas d'être DIRCOM d'un groupe de 140 000 personnes pour faire ça, ça nécessite juste d'ouvrir les écoutilles et de se dire quelle est la cohérence globale de ce que je fais par rapport au reste de ce que fait la com de ma marque. Parce que ça, les IA demain, elles vont énormément vous concurrencer sur le job de décorateur, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Donc votre capacité à monter dans la chaîne de valeur, moi j'expliquais dans les années 2000 et 2010 pour les raisons liées à la révolution numérique, j'expliquais à tous mes jeunes dans mes équipes avant mon accident quand j'étais DIRCOM et à tous les jeunes que je voyais, la même chose, mais par rapport au contenu. Parce que dans les années 2000 et 2010, les jeunes arrivaient chez nous et disaient « mais ça va, je maîtrise les contenus, je suis une bête des réseaux sociaux, je maîtrise les canaux, je suis une bête des réseaux sociaux, j'ai pas besoin de m'intéresser au contenu ». Et je leur disais « non, vous allez vite devenir caduc en termes de compétences si vous ne vous intéressez pas au contenu ». Aujourd'hui, on est monté d'un étage, la même mécanique vaut, mais pour les stratégies. Encore une fois, je ne dis pas devenez tous DIRCOM, parce que ça va poser un problème d'échelle des salaires pour vos employeurs, mais par contre, prenez tous un angle stratégique, sinon vous allez vous faire bouffer par la production de contenu et donc le job de décorateur par les IA. Ah oui, alors attendez, j'ai une super vidéo. Donc, mon message de fin, en gros, c'est de vous dire, voilà, ayez pas peur, plongez-vous dans l'IA, plongez-vous dans ce rôle stratégique, moi qui de temps en temps peut faire peur, mais qui n'a aucune raison de faire peur. Et donc pour vous donner ma dernière métaphore de comment vous pouvez vous plonger dans l'IA et dans le rôle stratégique sans avoir peur, j'ai ces magnifiques bébés oiseaux. Voilà, donc j'ai fini, hein. Je suis désolé d'avoir fait beaucoup trop long, et je suis dispo pour vos questions pendant que vous regardez mes petits oiseaux. C'est aussi un message pour dire que l'IA n'arrivera jamais à remplacer ça. Voilà, c'était ma minute de poésie. Oui. Vous n'avez pas parlé de régulation. Pardon? Vous n'avez pas parlé de régulation. Non, parce que sinon j'aurais fait 2 heures, au lieu de faire déjà 1h20. Et parce que bon, c'est pas le cœur du sujet pour les communicants, parce que les communicants ils vont prendre ce qui va leur tomber dessus. La régulation est un énorme sujet, et un sujet qui illustre aussi la balkanisation de la sphère numérique à laquelle on observe, à laquelle on assiste aujourd'hui. Parce qu'en gros, sur la régulation, l'Europe est plutôt en pointe. Les États-Unis aujourd'hui sont plus capables de réguler grand-chose parce qu'ils sont tellement fragmentés sur le plan politique que c'est très compliqué. Même quand les 2 camps affichent la même volonté, finalement ils se battent derrière. Voilà, donc j'ai parlé 30 secondes de régulation dans mon intro quand je disais que dans l'AI Act européen, enfin le projet, il y a une disposition qui est mise en place, en gros, de faire du watermark sur les contenus créés par l'IA, en disant « créés par l'IA bon, », sous peine des pires rétributions. Alors évidemment, ça va être suivi par les grandes entreprises. Mais quand je parlais tout à l'heure, quand j'évoquais les risques de manipulation vis-à-vis d'entreprises avec des fausses annonces de vos concurrents ou d'activistes ou de gens qui veulent faire des manipulations de bourse, parce que là, ils ne vont pas dire que la fausse vidéo de votre PDG a été faite par l'IA.
Donc ça va gérer une partie du problème, mais à mon sens, je pense que c'est vraiment et je ne suis pas pessimiste de nature loin de là, mais je pense que c'est vraiment compliqué de complètement réguler l'IA. Parce que dans toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui sur il faut faire des pauses dans le développement de l'IA, vous avez sûrement entendu parler de ça là, il y a 4-5 semaines, le problème de l'IA, et certaines personnes ont comparé l'IA au nucléaire, mais l'IA c'est pas du tout comme le nucléaire, c'est pas du tout le même coût de développement, le nucléaire c'est détectable, l'IA ça ne l'est pas, donc il va être très facile de faire des deepfakes sans en connaître l'origine et sans respecter les réglementations, donc ça va être compliqué. J'ai une question en lien avec ça, c'est-à-dire que si on réfléchit en termes de prospective, en lien avec ce qu'on disait, c'est-à-dire que revenons sur notre métier de communicant, on se retrouve nous avec une régulation, notamment si on a des entreprises françaises ou européennes, avec des régulations très fortes en fait sur l'IA, mais face à en fait, un monde encore plus ultra compétitif, comment nous, communicants avec nos entreprises françaises ou européennes, on va réussir en fait à gérer la compétition face à la Chine, la Russie, enfin l'Inde, on va parler plutôt de l'Inde, etc., ou les États-Unis, s'il y a justement une dérégulation à ce niveau-là. Ça risque d'être compliqué aussi pour nous en tant que communicants. Bien sûr, mais ça l'est déjà, y compris aujourd'hui dans le numérique, parce que cet éclatement de la dérégulation existe déjà, mais ça va devenir pire, c'est clair. Là-dessus, il n'y a pas de baguette magique ou de silver bullet pour parler anglais. Le problème va devenir de plus en plus prégnant et il va devenir aussi, vous citez la Chine, c'est évident que la Chine demain va être un problème majeur. Parce que vos concurrents chinois vont vous faire des trucs supportés par leur marché local auxquels vous n'aurez aucun moyen de répondre, sauf à sortir du marché. Je prends monsieur parce qu'il est là depuis le début, ouais. Moi j'ai une petite question sur les contenus. Alors j'entends bien ce besoin en fait, de concentrer qui est important, de porter la vision, c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire depuis longtemps et que ça soit radicalisé. Mais en même temps, les contenus plus larges, c'est pas que de la dispersion, ça peut être aussi répondre à une logique de long terme quand même qui est très importante dans une logique d'adresser l'ensemble des publics. Et comment on arrive justement à trouver la balance entre la longue traîne et la concentration? La longue traîne, elle est pertinente si elle est dans les 5% d'interaction, si elle est dans les contenus qui génèrent 5%. Si vous faites de la longue traîne mais que personne n'y va, c'est de la... Je ne sais plus comment l'appeler, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en fait le juge de paix c'est les interactions, c'est l'activation. Et encore une fois, ça va devenir ingérable pour les audiences. Hein. Donc ce sujet de pertinence de contenu. Alors après, il y a aussi un élément qui joue, c'est de faire de l'impact. Si vous faites 10 petits contenus ou un gros contenu, vous avez quand même plus de chances d'avoir de l'impact avec le gros. Or aujourd'hui, les marques ont quand même tendance à faire 10 petits, beaucoup pour des problèmes de dynamique interne. Parce que tous les communicants me disent, hein, nous on aimerait bien en faire moins. Parce qu'en plus ça leur fait une charge de travail, donc ils savent la plupart du temps qu'elle n'est pas utile. Le problème c'est la dynamique de client interne. Bon, je n'ai pas bien répondu, mais... Oui. On est dans un domaine un petit peu différent. Il semble qu'aujourd'hui, une des façons de bien évoluer des entreprises pour ne pas rentrer dans le système du prix de l'hyperconsommation, du produit cheap vendu en masse, c'est de basculer sur du service, même en faisant du produit, mais d'aller sur des choses un peu plus intelligentes, un peu plus globales, un peu plus... Est-ce que vous pensez que l'IA, parce que justement, finalement, si on reste sur du produit pur, on est dans les problématiques de visibilité, etc. Est-ce que vous pensez que l'IA va permettre d'accélérer ce mouvement un peu positif de baisse de course à la consommation en fait? Alors déjà, je ne sais pas si la baisse de la consommation est un mouvement positif ou pas, ça c'est un autre débat. Je ne suis pas convaincu perso, mais après, il faut nourrir la planète. Hein. Après, le point, c'est le service vous rapproche de votre client. Donc si vous voulez, la relation que vous avez avec le client dans le cadre d'un service versus le cadre d'un produit est quand même de nature différente. Donc par rapport à tous les enjeux de neutralisation des marques que j'évoquais, ça c'est clair que quand je disais toutes les marques ne vont pas être égales par rapport au phénomène de neutralisation, les marques pures de service, c'est clair que
elles vont bénéficier d'un avantage indu par rapport à des marques de produits commodisables. Pardon, ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, ça ne va pas empêcher quand même d'avoir les mêmes enjeux que ceux qu'on a traités, mais elles auront un coup d'avance probablement, qui est la proximité client. Est-ce que vous pouvez nous partager votre point de vue concernant les biais, parce qu'on a beaucoup critiqué l'IA, considérant que les données entrantes des produits soient accompagnées par des cadres, le pays développé, etc., et que c'était générateur notamment de biais. Aujourd'hui, j'entends tous les sons contraires sur le sujet, à savoir que c'est utilisé beaucoup plus largement, à une échelle beaucoup plus large, et que du coup, on est sur des IA beaucoup plus inclusives. Parallèlement à ça, il m'a été dit que ces IA étaient pas si auto-apprenantes que ça, parce qu'elles auraient des contraintes, et du coup, il n'y a pas cette notion de diversité et d'élargissement. Alors, préambule par rapport à ça, l'IA, elle sait ce qu'on lui apprend. Donc, elle est nourrie par les corpus de data, donc la plupart du temps de texte, mais évidemment les IA génératives d'images sont nourries par des paires texte, description, par des paires photo, description. Voilà, donc l'IA est dépendante en fait des biais qui sont intégrés dans ce qu'on lui nourrit. Et c'est vrai que quand vous prenez la somme de la production textuelle qui est nourrie à ces IA, forcément ça contient des biais. Je vous donne un exemple très pratique que moi je constate sur Midjourney au fur et à mesure. Je parlais d'Apple tout à l'heure qui a une forme de biais. Il y a un biais qui est beaucoup plus gênant. La plupart du temps, quand je demande des choses à Midjourney de me dessiner, quand je dis crée-moi des personnes ou des professionnels ou des gens qui travaillent dans des bureaux, etc., quasi systématiquement, il me met des hommes. Si je veux des femmes sur mes illustrations, ce que j'essaye de toujours équilibrer dans mes présentations, je dois préciser à Midjourney que je veux des femmes. Sinon, il va me mettre des hommes. Voilà. Et donc ça, c'est un biais, on va dire, élémentaire et visible, mais de même que, alors après, comme moi je fais du violet, ils sont tous violets, donc à la limite, on ne peut pas trop voir s'ils sont caucasiens ou pas, mais on peut le voir quand même par rapport à d'autres éléments, et la plupart du temps, voilà, il ne me met que des caucasiens. Heureusement que j'ai les Mexicains pour équilibrer un minimum, donc il est évident qu'il y a des biais, et après c'est sûr que la connaissance des IA s'accroît avec les données complémentaires qu'on leur donne. Les grands débats aujourd'hui, et encore une fois, moi je ne suis pas un scientifique, donc j'essaye de comprendre ça avec ma stupidité naturelle, mais les grands débats aujourd'hui sont justement sur est-ce que les IA progressent quand on leur donne plus de données, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de les faire progresser. Et évidemment, une des voies de progrès qui est recherchée, c'est moins de biais, et moins d'hallucinations, parce que je ne sais pas si vous avez en parlé des hallucinations. J'ai une slide là-dessus, mais je ne l'ai pas mise pareil pour des raisons de temps. Les IA aujourd'hui inventent des événements qui n'ont jamais eu lieu. Donc ça s'appelle une hallucination. Et ils vous sortent des images, des vidéos pour illustrer l'événement dont ils vous parlent. Voilà. Et ça, c'est un problème. En fonction de ce que vous lisez des meilleurs spécialistes, certains vous disent on va arriver à la régler, d'autres vous disent on n'arrivera jamais à arrêter l'hallucination des IA. Voilà, donc il y a les biais, il y a d'autres problèmes qui contribuent à des désinformations, mais là pas des désinformations manipulées par les humains, des désinformations qui émanent juste du fonctionnement des IA. Mais le point encore de base, c'est que l'IA, dépend de ce qu'on lui donne. Oui, bien sûr. Et qu'en fait, comme encore une fois, l'IA n'a pas de compréhension sémantique, l'IA en fait est un peu un best-of de la sagesse humaine, parce que c'est ça qui se retrouve dans ce qu'on lui donne, et c'est là où c'est quand même phénoménal qu'elle arrive à produire des textes dans le style de n'importe qui, ou des trucs hyper pertinents, comme le racontait Olivier dans son intro, malgré ça, quoi. Moi j'avais deux questions, une sur la search générative d'expérience, justement, comment demain une marque dans ses contenus, etc., qu'est-ce qu'elle doit faire pour justement faire partie, être citée dans cette synthèse. Pour moi, on parlait de biais à l'instant, mais le fait que dans tous les ordinateurs, il y a la marque Apple, c'est une forme de biais
Pas tous, mais... Comment faire partie de ces vies en tant que marque, entre guillemets, pour émerger à la fois dans la génération d'images sur mid-journée et ou dans la synthèse de ChatGPT. Et le deuxième point, c'était plus sur un peu le droit d'usage. Je suis une marque, je génère une image sur mid-journée. Est-ce que je peux l'utiliser en campagne de pub, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, première question. Premier point, probablement que dans les résultats de search en génératif, demain ou après-demain, il y aura aussi de la pub. Donc les marques pourront toujours émerger parce que Google ne va pas produire des résultats du SGI sans mettre de la pub. Et d'ailleurs, je crois qu'ils expérimentent déjà ils réfléchissent déjà comment ils vont mettre de la pub. Mais aujourd'hui, moi, les deux biais que je vois pour émerger dans les choses produites par ChatGPT, premier point, ayez sur vos sites internet des textes qui soient plus faits en fonction des mots-clés, mais qui soient faits en fonction de la facilitation à produire des synthèses. Donc, moi, un des points que je vois, c'est notamment des Q&A. Toutes les prémices montrent que les Q&A sont bien digérés, entre guillemets, par les IA génératives. Et deuxième point, surveillez les sites de référence et mettez des études de référence sur vos sites. Parce que ChatGPT, il cherche des infos de référence. Donc s'il y a une étude qui montre que votre produit est le meilleur en France, en Europe, au monde, etc., voilà, ça c'est un truc qui va intéresser ChatGPT. S'il y a vos clients qui communiquent là-dessus, ça va aussi intéresser ChatGPT. Voilà, c'est les deux canaux aujourd'hui que je vois. La deuxième question, c'était... Le droit d'usage, ouais. d'image. Alors, on revient à la régulation. Il y a deux procès qui sont amorcés aux États-Unis sur des IA génératives d'images. Vous n'avez pas le droit, en gros, d'utiliser mes images pour nourrir vos IA génératives d'images. Donc, il y a des procès qui tournent autour de ça, mais qui ne vont pas être réglés tout de suite. Et qui, d'après les meilleurs spécialistes, moi, que je lis, ont peu de chances d'aboutir. Donc, aujourd'hui, vous pouvez utiliser des contenus émanant d'IA générative. Après, il va falloir voir comment ça évolue, parce qu'encore une fois, on est au tout début. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de problème. On peut ouvrir les fenêtres ou c'est vraiment pas possible? Parce que là, je suis au bord de la syncope. Ah ouais. C'est gentil, merci. Oui. Je travaille dans la communication publique et votre présentation est passionnante, intéressante. C'est gentil. Mais je m'interroge du coup sur on est actuellement dans un contexte où la défiance envers les institutions est très forte, où l'importance de qualifier le contenu, de le sourcer, tout ce qui est RGPD, copyright est très important pour le citoyen, la citoyenne qui va lire une revue ou un rapport d'activité. Et du coup, je m'interroge justement sur cette facilité d'accès à un contenu déjà fait, qui va visiblement se banaliser. Qu'en est-il du coup de la place de l'espace public, du contenu produit par quelqu'un qui va réfléchir, qui va interpréter, On a l'impression qu'il y a quand même un peu une guerre d'intelligence dans tout ça, une sorte d'opposition entre la technique et l'humain. Du coup, ça questionne, ça interroge sur un certain nombre de sujets beaucoup plus vastes. Et moi qui travaille dans la communication publique, on s'adresse à des citoyens. Voilà, je me questionne. Alors, la réponse normale, c'est de dire que l'information publique, normalement, est une information de référence. Donc, et c'est vrai aujourd'hui. Après, il y a ce que vous mentionniez en intro de votre propos, qui est la crise de confiance dans les institutions. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise de confiance touche l'information publique? Je ne suis pas sûr. Je pense quand même que quand on a besoin d'une info de référence sur, je sais pas, les impôts, le passeport, telle ou telle règle, on cherche encore l'info de référence sur le domaine public. Après, l'enjeu, c'est pour les dirigeants de la sphère publique d'inspirer confiance. Je pense qu'il y a un peu plus lourd. Et après, pour l'info publique, de faire tout ce que j'ai énoncé,
c'est-à-dire notamment d'être identifiable comme tel et de pas se perdre dans le maelstrom de l'information. Je vous donne un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu il y a 2 semaines aux États-Unis. Il y a un avocat qui a demandé à ChatGPT en gros de faire son boulot. Parce qu'il fallait qu'il défende un client et donc il fallait qu'il fasse ce qu'on appelle aux États-Unis un brief, donc en gros un document de synthèse pour expliquer sa position au juge. Donc l'avocat fait ça et ChatGPT a inventé un cas. Plutôt que de prendre les infos de référence des cas présentés par les infos du ministère de la Justice ou du tribunal local, il a inventé un cas pour défendre la position du défendant dans l'affaire. Et donc l'avocat est allé présenter son document au juge et le juge a dit mais votre cas il n'existe pas. Et donc la personne a perdu le dossier. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on a expliqué sur la sphère privée appliqué à la sphère publique. Il y a un autre domaine qui va être qui est parapublic mais qui est quand même très public, qui est la santé. La santé va être un enjeu de crédibilité et de justesse de l'information super important. Donc si aujourd'hui quelqu'un crée un deepfake pour une personne, la victime peut le dire est-ce que le contenu est soustrait d'Internet et est-ce qu'en justice, de la justice aujourd'hui, tout est possible et la victime ne peut rien faire. Alors, il peut essayer de faire comme notre ami John Berda dont je parlais tout à l'heure qui a lancé un procès à New York, mais la plupart du temps vous ne pouvez rien faire. Le procès il va prendre 3 ans. Alors ils sont quand même un peu plus rapides aux États-Unis que nous, mais il va prendre un peu de temps. Et après, ça dépend, parce que si votre contenu vient du dark web ou il vient d'un espace du web inidentifiable ou d'un autre pays avec 25 VPN entre la source et la publication du contenu, à un moment, et vous allez avoir ça aussi dans le porno. Il y a aussi, ça commence dans le revenge porn avec des deepfakes, enfin ça va être la foire d'Antoine. Vous avez parlé tout à l'heure d'intervieweur GPT et donc de la manière de générer des interviews avec l'assistant conversationnel. Après, moi je suis journaliste, c'est mon métier. Je sais Delphine, je pensais à toi en parlant. Et en fait, on n'évoque jamais la valeur ajoutée que le journaliste propose, parce qu'en fait, quand on fait une interview par téléphone ou en voyant quelqu'un, il y a une autre manière d'interpréter les mots et d'interpréter les phrases que dans le cadre d'un chat conversationnel ou d'une réponse à une question par écrit. Donc en fait, la valeur ajoutée, elle est quand même dans la conversation orale transcrite à l'écrit. Et de la même manière, je pense que les entreprises et les donneurs d'ordre et les médias en général ont intérêt à valoriser le terrain, c'est-à-dire le reportage sur le terrain, le fait d'aller voir les gens dans le lieu dans lequel ils travaillent, de faire de la vision, de l'observation de terrain. Parce que ça, ChatGPT ne pourra pas le faire à notre place. Je suis d'accord. C'est ça la valeur ajoutée qu'il faut retrouver, parce qu'en fait on a un peu perdu cette habitude, et c'est pourtant ça qui fait vivre la réalité de manière réelle et pas virtuelle. Je suis d'accord sur les 2 points. Malgré tout, si on regarde de manière, moi je le vois chez mes clients, le responsable d'intranet qui doit produire plus d'articles qu'il est capable d'en produire même en travaillant jour et nuit, le prompt intervieweur GPT, et qui n'a pas les moyens d'embaucher un journaliste pour l'aider ou autre, voilà, ça va quand même l'aider. Donc après, il y a évidemment, il y a un moment aussi, il y a un arbitrage qui va se faire sur la valeur. C'est-à-dire que pour le 2 millième article sur Intranet de l'année, est-ce que j'ai besoin d'embaucher un journaliste? Est-ce que j'ai les moyens d'embaucher un journaliste ou pas? Par contre, si c'est évidemment un article important, là, voilà, sur le fond, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est pas tout le temps réaliste. Produire moins, mais produire mieux. On est complètement d'accord. Et c'est pas avec l'intervieweur ChatGPT qu'on produira mieux, ça c'est clair. Oui. Oui, vous revenez sur le métier de communicant. Alors je suis désolé, en plus j'ai un peu de déficience auditive. Bon, on est là. Ouais, là c'est mieux parce que là, on a du frein mais on s'entend moins bien. Pour revenir sur notre métier de communicant, merci. Et la formation, qui est essentielle aujourd'hui, justement. Voilà. Je voulais faire un point et vous poser la question, c'est que moi je fais partie de la génération, je me suis plus ou moins auto-formée sur le community management, puisque je suis arrivée avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui j'enseigne justement en QQ aux étudiants sur le community management, mais à cette époque-là on n'avait pas encore de formation, donc on
on s'est un peu auto-formé, comme avec le site web et voilà, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe vraiment des formations à disposition pour les communicants autour de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il va falloir qu'on s'auto-forme? Non, là c'est ce que je disais enfin, la seule solution aujourd'hui, la seule solution aujourd'hui, la seule, hein, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, c'est que vous vous auto-formiez. C'est ce que je disais à la fin. Non, il faut que vous vous auto-formiez, parce que, et encore une fois, s'il y a une formation qui vous est proposée, elle va avoir 6 mois de retard sur l'état de l'art. Il faut que vous vous auto-formiez, c'est la seule solution, la seule. Ne cherchez pas de formation, ça va vous desservir, vous allez perdre du temps. Et il faut que vous vous auto-formiez, pas one shot pendant une semaine, il faut que vous vous auto-formiez maintenant jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? On est bon? On est cuit là. On est cuit à l'étouffer. Merci beaucoup. De rien.